Bienvenue Clara dans ce podcast Entreprends tes rêves. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. C'est une première pour nous deux. Complètement. Et moi aussi, je suis vraiment ravie de ça. C'est une première d'être filmée, donc on va s'éclater. Oui, On carrément. remercie le studio Nextel de nous accueillir. Toute l'équipe a été aux petits soins, donc pour une première, on est bien. Oui, merci. Ça fait longtemps que j'avais envie de t'interviewer dans ce podcast en tant qu'artiste chorégraphe. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours ? Oui. Alors, je suis issue de la région Occitanie, donc d'un petit village qui s'appelle Sainte-Croix de Quintillargues, qui débutait avec seulement 300 habitants et qui a bien grandi maintenant. Et donc, le Pic Saint-Loup a été toujours très présent dans mon enfance, mais je l'ai quitté très tôt. À l'âge de 12 ans, je suis partie pour essayer de vivre en tout cas de ma passion, la danse classique au départ. Donc j'ai fait une formation au Conservatoire national supérieur de danse et de musique à Paris, où je suis restée 3 ans. Après ça, j'ai suivi toujours dans ce domaine de la danse. Je suis allée encore avec un parcours académique à Marseille, à l'École nationale supérieure de danse. Et puis, à force de continuer dans la danse classique, j'ai aussi découvert d'autres disciplines, on va dire, dont la danse contemporaine. Et j'ai eu 2 rencontres qui m'ont vraiment amenée à la découverte de cette discipline-là, qui m'a beaucoup parlé. Et donc, suite à cela, j'ai auditionné pour une très grande école à Parts, chez Anne-Theresa de Kersmaker, qui a fondé, cette chorégraphe flamande très connue, qui a fondé cette école. Et j'ai fait partie de la 10e, je crois, promotion pendant 1 an à l'école de danse de Parts, où j'ai eu l'opportunité de découvrir plein d'écritures chorégraphiques de la danse contemporaine, ainsi que du théâtre, de la musique, tout ça. Et j'ai ensuite auditionné pour une très très grande compagnie de renommée internationale, le Netherlands Dance Theater. Et ça a été une grande aventure qui a démarré pendant 3 ans, enfin qui a duré 3 ans, où j'ai eu l'opportunité de travailler vraiment avec des chorégraphes de renommée internationale, de grands noms comme Jerry Kilian, Orad Naharin ou encore Alexander Ekman. Et donc la vie des tournées. La vie d'une communauté aussi, comprendre comment fonctionne une famille de la danse. On était 16 à l'époque. Et puis le public, de cette opportunité, ce rêve que j'avais depuis très longtemps, de pouvoir être sur les planches des scènes du monde entier. Donc voilà, aussi un travail très très intense, mais on y reviendra. Et puis après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 1 an au sein de la Hofesh Schefter Company à Londres. Et pareil, à nouveau, dans ces grandes pièces de répertoire comme Political Mother, j'ai pu voyager dans le monde, danser dans plein de pays différents, de cultures, rencontrer des cultures différentes. Et je me retrouve après tout ce parcours-là en tant que danseuse-interprète et aussi danseuse freelance. J'ai pas mal voyagé, travaillé avec d'autres compagnies aussi, notamment en Suisse, en Hollande également. Et je me suis réinstallée au sein de ma source première, qui est le sud de la France, Montpellier. Et j'ai commencé à développer plusieurs projets, plusieurs activités. Évidemment, plein de questions me viennent. Oui. La première, c'est est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as eu envie de danser ? Oui. Alors c'est super parce que ça, je ne l'ai pas dit au tout début, justement, avant de faire un parcours académique. J'ai eu l'opportunité d'avoir des professeurs de danse incroyables qui m'ont vraiment amenée à cette nécessité vitale d'exprimer avec le corps, à travers le corps. Et je tiens vraiment à remercier Sylvie Richaud, qui a son école Top Dance à Téhéran, et Manuel Adécan, qui a été mon premier professeur au Conservatoire de Montpellier, ainsi que Mylène Rio, qui nous a quittés maintenant depuis quelques années, qui, elle, m'a vraiment ouvert une porte d'accès à ce que c'était cette vision de la danse contemporaine. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, ça a été une rencontre assez frappante, importante et percutante, parce que c'était une façon de sortir de ces carcans esthétiques que la danse classique amenait, proposait. Et pour moi, c'était une nouvelle porte, une nouvelle forme de liberté d'expression, de pouvoir se rendre compte que l'esthétique de la danse n'était pas seulement
la chose essentielle pour pouvoir développer, on va dire, son approche de corps, son approche de partage aussi avec le public. Et la danse contemporaine, pour moi, c'était vraiment un moyen juste, on va dire, de trouver ma place dans ce monde. Tu vas me dire si tu es raccord avec ça, mais j'ai l'impression que la danse classique, ce serait la technique du corps avant tout, avec parfois une écoute, on écoute peu le corps dans la danse classique, parce qu'on est centré sur la technique, sur l'émotion aussi, mais je dirais qu'elle vient après. Là où sur la danse contemporaine, on a une maîtrise évidemment technique de la pratique dansée, mais il y a autre chose, il y a une expression. Tout à fait, il y a une expression et il y a une ouverture sur la découverte aussi d'autres médiums artistiques, c'est-à-dire que c'est vraiment l'opportunité de découvrir différentes esthétiques. Il n'y a pas une forme de danse contemporaine, c'est extrêmement vaste aujourd'hui et surtout ces collaborations artistiques qui se créent en fait à partir de la danse contemporaine, notamment avec le cinéma ou avec le théâtre, avec la peinture. Et je trouve que ça permet d'englober. Il y a une forme d'enrichir. Il y a une totalité qui se crée en fait autour de la danse contemporaine qui, pour moi, me permet d'être essentielle en fait comme moyen d'expression. Tu as donc cette première vie en tant que danseuse où tu es dans les compagnies, dans ton cursus d'école, et tu décides de devenir freelance et de créer ta propre compagnie. Oui. Alors ça démarre en 2016. En 2016, alors un peu avant 2016, quand j'étais au Nederlands Dance Theater, on avait une soirée qu'on appelait Switch. Et durant cette soirée-là, les danseurs, certains danseurs de la compagnie étaient sélectionnés pour présenter des pièces avec d'autres danseurs de la compagnie. Et pour moi, ça a été vraiment un véritable tremplin artistique de création chorégraphique, où ça a été l'endroit où moi je me sentais vraiment libre de m'exprimer avec des incroyables artistes et danseurs qui avaient beaucoup de techniques et qui avaient aussi besoin de s'ouvrir à d'autres formes de la danse contemporaine. Et durant cette soirée-là, du public venait en fait, parce que c'était une soirée charité. Et au retour des publics très enthousiastes suite aux propositions que j'avais faites, je me suis dit, pourquoi pas en fait se lancer là-dedans, peut-être qu'il y a quelque chose qui moi me fait vibrer, qui est en corrélation complète avec le public, donc je vais me lancer et peut-être créer une compagnie de façon plus officielle, on va dire. Tu dirais que tu es passée de j'exécute entre guillemets, c'est-à-dire je suis les directives d'un chorégraphe, d'une compagnie, à j'ai envie de prendre la liberté de créer par moi-même, d'exprimer par moi-même. C'est exactement ça. Je sentais qu'il y avait un rapport de plus en plus, on va dire, égotique vis-à-vis de l'exécution, de ce culte du corps permanent, de ce culte de l'esthétisme absolu, de plaire, etc. Et j'avais envie aussi de comprendre, j'ai ce corps-là, il a une utilité, mais j'ai aussi un esprit dans ce corps, et comment les deux ensemble peuvent nourrir la création de projets qui me portent encore plus à cœur et qui peut-être pourraient avoir une portée universelle. Donc cette création de compagnie-là, forcément quand on arrive en tant qu'interprète danseur, on ne se rend pas du tout compte de l'ampleur en fait dans lequel on est et qu'est-ce qu'on va construire en partant, on va dire, un petit peu de rien. Donc forcément en apprenant sur le terrain le fonctionnement, de c'est quoi, comment on crée un spectacle, comment on s'entoure aussi, avec quelle équipe, comment on mène à bien un projet parfois ambitieux parce que il s'agit de rentrer dans des domaines administratifs aussi, créer une structure juridique, aller à la rencontre de nouveaux publics, de nouveaux partenaires. Et c'est vraiment, pour moi aujourd'hui, je suis en capacité de me dire, je me sens danseuse, chorégraphe et aussi entrepreneuse, femme entrepreneuse dans le domaine de l'art de la danse. Tu peux nous parler un petit peu plus de la ligne
de Corps Itinérant. Oui. Alors, Corps Itinérant donc, est né en 2016. La première création officielle de la compagnie, c'est Harmonia. C'est un duo qui aujourd'hui est dansé par Julia Pal et Florent Brun. Ça a duré à peu près 2 ans, ce processus de création. Et puis, suite à ça, il y a eu une autre création, un trio avec un musicien et compositeur en live sur scène, Jonathan Fenez, et mon partenaire du quotidien, Aurélien Ferru, qui est comédien. Donc on a vraiment cherché à faire une alliance entre danse, théâtre et musique live. C'était vraiment une très chouette expérience et on a plus amené cette création, on va dire, au jeune public. Et actuellement, je travaille sur un solo. Voilà, après avoir travaillé sous différentes formes, j'ai choisi d'écrire un parcours et de me plonger au cœur de la femme créatrice que je suis aujourd'hui, qui est aussi jeune maman. Puisque j'ai une fille, nous avons une fille qui a 2 ans et demi maintenant. Et c'est vrai que ça m'a amené énormément de questionnements, de bouleversements. Et aujourd'hui, j'ai envie de trouver une réponse un petit peu et de trouver ou pas, peu importe, mais de suivre en fait une recherche à travers ce temps de la création de la compagnie qui va faire maintenant 10 ans en 2026, même si ça fait 5 ans officiellement, et de voir qu'est-ce que ce solo-là de vivante peut amener au monde de la création. C'est le mot qui m'est venu quand tu l'as prononcé. J'ai l'impression que finalement, ta création et ta créativité, c'est un prétexte à la recherche en fonction de la thématique qui te traverse au fil des âges, des années et de ce que tu es. Oui. Ça te parle ? Complètement. T'es vraiment au bon endroit parce que je pense que dans ma personnalité et au fil du temps, ce rapport du corps à l'esthétique pure, au visuel, ça a commencé à me déranger parce que j'avais l'impression qu'on ne s'intéressait pas vraiment à l'humain et j'ai toujours été très curieuse de comprendre, peu importe les milieux en fait, même en dehors de la danse, l'humain m'a toujours intéressée et comprendre en fait son cheminement, son parcours, pourquoi il en est là où il en est aujourd'hui. Et pour moi, la création, en fait, c'est une recherche permanente. Il peut y avoir des thématiques qui viennent nous traverser en fonction de ce qu'on peut vivre dans nos vies, etc. Et puis aussi ce qu'on vit à différentes échelles aussi au niveau du monde, des contextes et des enjeux dans lesquels on vit aujourd'hui. Donc, c'était hyper important que cette recherche du corps, de l'esprit et du contexte dans lequel on vit soit vraiment un axe pour moi de création et de recherche au quotidien en fait, et dans ce que j'ai envie de défendre en termes de propos artistiques aussi au travers de mes créations. Et est-ce que tu pourrais donner tes axes de recherche pour chacune de tes créations, qu'on puisse sentir un peu vers où Alors, tu vas ? Harmonia, c'était vraiment 2 formes de langage corporel et artistique différents. Donc j'avais vraiment envie de choisir une entité qui était la femme, une entité qui était l'homme, et de comprendre qu'il y avait des vécus intérieurs différents, il y avait des physicalités différentes, et malgré toutes ces différences-là, comment il y avait une union, une harmonie possible qui pouvait se créer en fait entre ces 2 corps et s'exprimer ensemble par cette force de représentation qu'est l'homme, qu'est la femme, et de cette complémentarité en fait entre les 2. Féruza, alors totalement différent. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est vraiment de partir avoir des retranchements et des visions très différentes dans mes pièces, parce qu'il n'y a pas une forme. Il y avait vraiment cette quête à la fois mi-femme, mi-créature, de rencontrer voilà, un vagabond en plein chemin, en plein cheminement, et tout en étant portée par une musique qui était aussi peut-être un petit peu cette représentation du monde actuel, qui mettait une forme de pression aussi à
à cette possibilité de rencontre entre le fictif et le côté plus humain. Et l'idée, c'était vraiment de voir comment en fait, ces trois entités et médiums artistiques pouvaient travailler ensemble avec une narrativité très forte, puisqu'il y avait vraiment cette histoire de rencontre entre cette créature mi-femme, mi-humaine, qui rencontre un personnage assez vagabond qui, lui, erre en fait dans ses pensées et n'arrive pas forcément à trouver un chemin déterminé et clair. Et puis, c'était une belle aventure très intéressante parce que la difficulté jusqu'à présent, c'est que j'ai toujours été présente dans mes pièces en tant qu'interprète. Et le solo vivante, pour le coup, c'est un sacré défi pour moi de pouvoir interroger la matière première de ce corps, de cet esprit-là, qui a été forcément amené à être bouleversé, changé, suite à ma grossesse et à mon accouchement qui ne s'est pas du tout avéré comme planifié. Donc, il y a eu beaucoup de temps d'acceptation suite à ça, de comprendre qu'en fait, il y a des enjeux et des événements externes à nous qui nous dépassent et qu'on n'a pas le contrôle ni la maîtrise là-dessus. Et puis après, ça a aussi permis de questionner, et c'est ce que je cherche là aussi dans ce solo-là, où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive et quoi que je sente, c'est OK. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a beaucoup l'inconfort. L'inconfort, l'instabilité me porte énormément. Que ce soit un inconfort interne ou que ce soit des pressions dans ce monde qui nous entoure. Donc j'ai toujours été passionnée par cette histoire de microcosme et macrocosme, de cet écosystème qui vit en nous et qui est aussi impacté par ce macrocosme qui est extérieur à nous. Et donc cette création-là, pour moi, c'est de vraiment questionner cette instabilité permanente, comment ces frictions-là peuvent aussi amener le vivant en moi. Et comment cela peut être porté au monde, en fait. De dire que le monde, il n'est pas toujours linéaire. Il est amené à vivre des chocs, des obstacles, à se heurter. Et qu'avec tout ça aussi, on reste vivant. Une question qui me vient par rapport à ton parcours et à ce que tu évoques de ta grossesse. En tant que femme, c'est quelque chose qui m'a toujours traversée de... Comment ça se passe quand on fait avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse, avec un corps qui est métamorphosé, qui n'est plus le même après une première grossesse, voire après les suivantes. Comment tu as abordé ton corps de femme, de danseuse, et de femme, et de mère ? Alors, c'est assez étonnant parce que j'ai extrêmement bien vécu ma grossesse. J'ai dansé jusqu'à 5 mois de façon très intense sur scène. Et puis, j'ai transmis, enseigné jusqu'à 8 mois. Donc, en voyageant, en train. Donc, ça n'a pas du tout été une problématique pour moi de sentir la vie tout en étant dans mon corps, à danser, à transmettre à différents publics, à trouver l'énergie aussi, parce que c'est quand même assez fatigant comme processus, même si j'ai jamais... ça m'a donné aussi beaucoup de vitalité dans mes créations, tout ça. Et après, y a une autre phase, c'est-à-dire que y a un être qui arrive au monde, qui prend sa place. Et puis, il y a la reconstruction aussi de soi en tant que femme, en tant que danseuse, ce rapport au corps. J'ai choisi de prendre beaucoup de temps. J'ai mis à peu près 10 mois avant de reprendre un cours, avant de remonter sur scène. J'avais pas d'imprévu et j'avais choisi aussi de ne pas avoir d'imprévu artistique en termes de création. En revanche, je lançais un festival, donc ma fille avait 2 mois. Ça a été le grand 8, on va dire. Et en même temps, elle était avec moi. Elle était avec moi dans cette création, dans ces poussée d'élan, c'était absolument pas un obstacle, justement, c'était... j'avais besoin aussi de sa présence et qu'elle puisse témoigner de ce qu'on était ensemble à ce moment-là et de ce qu'on traversait, en fait. Donc après, forcément, il y a des
j'ai eu un accouchement avec une césarienne code rouge, donc le cheminement, on va dire, pour se reconstruire a été très compliqué. Et puis même en termes anatomiques, c'est-à-dire que la reprise prend du temps. En tout cas, j'ai choisi de prendre ce temps-là pour moi refaire un avec mon corps. Et puis petit à petit se dire, voilà, il y a un corps qui a été quand même brutalisé quelque part. Et je ne l'ai pas forcément choisi puisque je partais sur un accouchement hyper naturel, sans péridurale, très sauvage. Et justement, c'est ça aussi que je cherche à questionner dans Vivante, c'est qu'il y a une forme de sauvagerie qui naît de cette nouvelle création, de cet être qu'on met au monde. Et pour moi, ça a été un moment extrêmement intense qui revient à certains endroits parce que on est plongé dans un vortex de la naissance, en fait. Et quelque part, ça me porte aussi dans la création et dans cette avidité de soif de création, de monter des projets. J'ai jamais rencontré une force aussi puissante en moi depuis que j'ai donné naissance à ma fille. Oui, ce que j'entends, c'est que ça te reconnecte à ton état sauvage, un état primitif. Oui. Et la créativité fait partie de cet élan de vie, finalement, qui s'exprime. Tout à fait. En tout cas, cette thématique-là, depuis que tu as accouché, depuis que tu es mère. C'est très fort, ouais. Ce que j'entends aussi, c'est que tu as à cœur de partager à travers ta danse comment appeler ça ? Des éléments universels. Comme si, finalement, sans avoir les codes de la danse, les codes culturels de la danse, quelle qu'elle soit, tu nous amenais par le corps à nous identifier à des choses universelles, à des émotions universelles ou peut-être autre chose. Ça te parle ? Complètement. C'est vraiment, t'as vu juste. Pour moi, la danse, c'est aussi un lieu de rassemblement. C'est-à-dire que c'est une façon de créer ce lien social, de faire se rencontrer des cultures, des éducations différentes et de façon intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a cet accès à tous les publics et en même temps cette curiosité de se dire qu'est-ce qu'on peut construire en fait ensemble avec nos parcours de vie, l'endroit où on se trouve et que ce soit la danse en fait qui nous rassemble dans sa plus grande complexité, comment on peut amener cette authenticité et cette simplicité du lien, de ce qui nous nourrit aussi ensemble. D'ailleurs, dans le cadre de la compagnie, tu organises des ateliers de co-création avec le public. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ? Complètement. Alors en fait, il y a différentes formes d'ateliers. On a des formes d'ateliers tout public, donc ça qui sont dans le cadre du festival Exmovere, où ce sont des chorégraphes locaux qui vont donner pendant 2 heures un instant en fait de partage au tout public. Donc l'année dernière, on a eu des ateliers parents-enfants à partir de 2 ans. On a même eu en fait des ateliers inclusifs pour les malentendants, sourds et aussi entendants. Donc c'était très intéressant. Et après, on a toute la partie amateur. Donc là, j'adore parcourir le territoire Occitanie pour rencontrer des publics qui se sont créés en fait au fil des années. Ils sont en général entre 10 et 20 et ils aiment accueillir des chorégraphes pour partager leur vision artistique. Donc voilà, je arpente le territoire pour venir apporter ces visions différentes et partagées en fait avec eux. Et puis après, on a toute la dimension pour les danseurs, l'accompagnement du danseur pré-professionnel et professionnel. Parce que c'est vrai que pour le danseur professionnel, trouver une forme d'entraînement régulier pour maintenir en fait la forme entre guillemets physique. On n'a pas des parcours tous qui sont les mêmes, c'est-à-dire être pris dans une compagnie, travailler au quotidien tous les jours. Il y a aussi le système de l'intermittence en France qui est assez important. Et donc, comment trouver en fait une organisation de vie
où tout le monde s'y retrouve, et puis avoir ces accès-là, de pouvoir continuer à entretenir son corps avant de passer des auditions, avant d'aller dans un projet de création de résidence. Et puis pour les pré-professionnels, trouver des axes en fait pour les nourrir dans leur pratique artistique. Du coup, j'aimerais faire un petit focus sur le festival. Oui. Et après, on parlera de la formation, de ce que tu Super. commences à évoquer. Ex movere, pour toi, ça signifie quoi ? Alors, ex movere, ça vient du latin et c'était tout ce qui se meut, enfin tout ce qui se mouvoir. Ça fait très écho à Compagnie Corps Itinérants parce que l'idée, c'est qu'il y a toujours un mouvement. Il y a toujours une forme de transformation qui se crée. Et le festival, pour moi, c'était un questionnement après de nombreuses années, peut-être 5-6 années, où je me suis positionnée en tant que compagnie sur le territoire et j'ai aussi pris du recul, interrogé d'autres compagnies, d'autres artistes et chorégraphes. Et ça nourrit vraiment cette envie de créer un lieu commun de rendez-vous annuel pour créer cette visibilité sur les compagnies locales du territoire pour présenter en fait leurs créations en cours ou même existantes depuis quelques années, mais toujours avec ce lien avec l'international parce que je me sens tellement citoyenne du monde au fond de moi après avoir voyagé de nombreuses années et je trouve que c'est très enrichissant d'amener une qualité artistique à la fois locale et internationale dans les ruralités. C'était très important pour moi d'axer cette notion-là. Il y a des villes qui sont capitales de la culture, mais comment décentraliser en fait toute cette culture-là, la démocratiser aussi auprès des publics qui n'ont pas forcément accès, parce que la culture, c'est un droit. On a un droit culturel en France et c'est important aussi de lui donner la liberté de pouvoir s'exprimer et jouir de cette culture qu'on a la chance d'avoir, quoi. Oui. Et d'après toi, le cocktail chorégraphes très locaux, on va dire ruralité, chorégraphes locaux et international, comment ça se nourrit ? C'est incroyable. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chance où ça s'est fait extrêmement naturellement. C'était porteur et source d'inspiration pour des chorégraphes internationaux de voir la dimension, l'ouverture des possibles, de jouer en fait leurs pièces dans des lieux qui ne sont pas conventionnels finalement. Pas du tout conventionnels et surtout auprès de publics hyper enthousiastes, très curieux aussi de découvrir parce que forcément on est habitué peut-être à une forme de danse en France, mais dans d'autres cultures, la danse contemporaine, elle est perçue de manière complètement différente et très souvent le fait d'inviter des compagnies internationales, ça a été des grands moments de révélation dans le festival. On a eu des standing ovations qui se sont faits parce que je me souviendrai toujours de cette chorégraphe Emma Yuasa, qui est japonaise, qui a présenté une pièce qui était en lien avec le Covid. Et elle parlait même en français dans sa pièce. Donc déjà, ça a créé un rapprochement très important avec le public. Et en fait, à la fin, beaucoup de gens ont pleuré. Beaucoup de gens se sont sentis extrêmement connectés parce que même de là où elle était, elle, au Japon ou en Hollande, parce qu'elle vit aussi en Hollande, les gens se sont complètement connectés à ça et se sont sentis rapprochés, en fait. Et je me suis dit, c'est incroyable comme des cultures différentes peuvent créer ce lien. Et c'est la danse qui fait ça, c'est la danse qui réunit tout ça. Et je me suis dit, waouh, ce festival, il a vraiment sa place d'exister à ces endroits-là parce qu'il a une utilité universelle et c'est porteur, en fait. Comment ça s'organise de monter un festival, Clara ? Joyeux bordel. Tout à fait. Alors, déjà, on apprend sur le terrain. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de juridiques, beaucoup de questionnements, de repérage, créer un réseau, repérer les lieux, les partenaires avec lesquels on a envie de travailler, qui sont toujours dans la portée aussi de notre vision artistique et de nos valeurs, de nos éthiques,
Donc déjà, la première chose, c'était définir, et puis je continue à le définir parce qu'il n'y a rien qui est cristallisé, mais je me questionne beaucoup sur la portée de ce festival. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener, qu'est-ce que j'ai envie de défendre à travers ce festival, et surtout par qui il est porté. J'ai la chance incroyable d'avoir un noyau avec moi. Déjà, le bureau de mes associations, les présidentes, les trésorières, la présidente de la trésorière, la direction technique. J'ai une directrice technique, Faustine Mangani, qui fait un travail avec l'ensemble de mon équipe technique hors norme, quoi. Et puis chaque année, je lui donne des petits défis, donc elle a de quoi aller chercher, se révéler. En fait, c'est ça quelque chose que j'adore, en fait. C'est au travers des partenariats que je crée, du réseau, du noyau que j'ai de mon équipe, en fait, réussir à trouver, à générer de nouvelles idées et aller au bout, en fait, de ces défis et de ces challenges. Le festival, il a commencé il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est soutenu par la région Occitanie, le département Hérault, la ville de Montpellier, la métropole. Donc, on commence à avoir un vrai suivi de la part des institutionnels qui, je pense, ont identifié notre festival. Donc ça, c'est énorme. Et de voir aussi comment on peut continuer à développer au travers des subventions publiques, sachant que ça représente une petite part parce que là aussi, il y a un vrai travail vis-à-vis du mécénat qui s'est créé, où j'ai eu la chance d'être hyper bien entourée, notamment par les municipalités, que ce soit de Assas au départ, puis ensuite la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, la ville de Jacou, le CRES aussi qui a été présent sur la première édition, ma maman, Claudie Villalba, qui a été vraiment une source de par sa présence en fait du métier, de ses réseaux, qui m'a vraiment amenée en fait à la découverte de créer des tissages et d'apporter aussi une nouvelle façon de voir ce lien qui se crée entre l'art, le mécénat, une autre forme aussi de trouver des financements et de voir comment dans cet échange-là, il y a vraiment une collaboration qui se crée. Parce que c'est pas simplement de la défiscalisation de faire du mécénat, c'est aussi de faire voyager dans son cœur les mécènes, les personnes qui vont nous soutenir et de leur dire que voilà, on est porteur de projet, on a une vision artistique, on a envie de défendre cette vision et est-ce que vous faites partie du voyage ? Oui, j'aime beaucoup ton approche sur les financements de la culture, parce que c'est un sujet finalement qui est récurrent dans l'histoire des politiques culturelles, notamment en France, avec ce modèle. C'est que finalement, les financements publics vont amener encore à diminuer, voire à se saupoudrer, comme c'est déjà quand même le cas. Ça nous amène aussi à réfléchir, je trouve, en tant qu'artistes, au fait que les financements publics ne sont pas des dus, et qui répondent à des politiques publiques, et qu'en tant qu'artiste, on a presque un devoir, puisqu'on y a le droit. Et c'est important pour moi de rappeler ça, pour orienter aussi son travail vers de l'universel, parce que vers des politiques publiques. Je crois qu'on est d'accord sur cette posture, et c'est important pour moi de la dire. Et je trouve que le fait que les subventions publiques diminuent nous invite, effectivement, comme tu le dis, à être dans des collaboration, à des échanges, à des tissages, qui est bien plus, comme tu le dis, de la défiscalisation, je vais y arriver, c'est un partenaire, quoi. Et c'est un partenaire durable, et on se nourrit les uns des autres. Et j'ai toujours trouvé ça ultra pertinent, le mécénat, dans ce que les mécènes et donc les entreprises pouvaient apporter au secteur et ce que le secteur lui-même pouvait apporter aux mécènes et donc aux entreprises. Ça te parle ? Complètement. Et puis parfois, il y a des recroisements incroyables qui se font parce que, alors je me souviens, on était en rendez-vous avec un futur mécène, future entreprise qui allait nous soutenir. Et puis, il avait un collaborateur. Et puis, tout d'un coup, son collaborateur m'explique que sa fille étudie au conservatoire et que, en fait, je me rends compte que j'ai fait une création au conservatoire et que j'étais en train de créer avec sa fille dans les studios. Ah, j'adore.
Et là, je me suis dit, waouh! Et en fait, ça nous a énormément rapprochés. Donc, c'est là où je me dis, mais la danse, elle est universelle. Elle est à plein d'endroits où parfois on ne l'entend pas. Mais à force de parler, à force d'être dans cette curiosité de l'être et de s'intéresser, en fait, il y a des liens. Il y a des liens qui se créent de manière complètement... pas attendue, en fait, inattendue. Et c'est ça qui est magique. Et puis... Encore une fois, là, on est dans une nouvelle démarche de créer un club de mécènes à travers le festival. Et créer un club de mécènes, voilà, c'est aussi entretenir un lien avec eux pour pouvoir pérenniser cette approche et pouvoir sans doute aussi développer et construire des projets ensemble qui vont, comme tu le disais, durer dans le temps. Donc c'est une source aussi d'inspiration des deux côtés, oui. Parce que eux nous inspirent avec leur vision aussi d'entreprise, leur projet, et nous on arrive à trouver aussi des terrains de connexion, notamment par exemple là ça devrait se faire prochainement avec un de nos mécènes. On va mettre en place des ateliers de pratique pour le corps pour amener justement voilà, une gestion plus personnelle de son corps, de sa présentation aussi dans l'entreprise en termes de management. Donc c'est vraiment voilà, cet échange-là, ces partages qui nous unissent entre nous à travers la danse. Quand on s'était rencontrés il y a quelques années déjà, je me souviens que tu m'avais fait une lecture de mon corps. Et tu avais décrypté des choses comme un livre ouvert. Et j'imagine que dans ces ateliers en entreprise, tu dois avoir une lecture des corps. Est-ce que ça te parle ? T'as des exemples en tête ? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai démarré une formation là, il y a quelque temps sur la fasciathérapie. Et sur ce lien, ça a été une découverte incroyable pour moi. Et sur les pratiques somatiques en fait, du corps, je pense que le corps, c'est un outil extrêmement puissant. C'est un outil qui nous permet de, si on arrive à l'écouter, parce que souvent on est tellement pris par... les engagements, le quotidien, etc. Et en fait, il y a un mouvement, ce qu'on appelle en fascia, un mouvement interne qui est extrêmement puissant et qui nous donne beaucoup d'indications. Et le fait de revenir à ce rythme beaucoup plus posé, calme, etc., en fait, ça nous donne un espace de créativité hors norme pour développer des projets. Et je crois vraiment à ça. Après, c'est encore ma perception. Et je pense que ces moments de recentrement en fait, et d'alignement sont nécessaires pour pouvoir ensuite se lancer dans des plus gros projets. Et ça fait complètement le lien avec le travail en entreprise où on est toujours amené à produire. Souvent, il y a ce facteur performance qui est très fort. Et en même temps, la créativité, elle naît d'un endroit, de quelque part, de l'écoute aussi. Et le corps est vraiment moteur à cet endroit-là. Oui, je dirais, pour faire le lien avec les formations de CNV que je suis depuis 7 ans, que on est beaucoup dans la tête. On est souvent en apnée dans la tête, à gérer, dans la gestion, que ce soit dans la sphère professionnelle et personnelle. Finalement, tout est perméable et on fonctionne de la même manière. Et quand on descend dans le corps, il y a une intelligence dans nos ressentis, dans la finesse de nos sensations, qui, lorsqu'on prend le temps de l'intériorité, de les écouter, est assez magique. Et j'ai l'impression que toi, en tout cas, ton approche du corps, elle va dans ce sens-là, dans cette écoute-là et cette intériorité-là. Complètement. Et en fait, c'est très fort ce que tu dis parce que pour moi, c'est tellement nécessaire, en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'avoir ces moments de pause, ces moments de point d'appui pour laisser venir aussi. Comment la vie intérieure continue à nourrir, en fait, notre créativité parce que c'est une source nécessaire pour développer nos métiers, ce qui nous porte en fait, nos projets dans la vie, qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou pas en fait. Ça peut être très bien être salarié dans une boîte, mais en fait questionner aussi qu'est-ce qui continue de me porter dans ce que je fais. Trouver ce désir d'aller vouloir travailler tous les jours, mais sans que ça soit, je sais pas,
un poids en fait, mais plutôt un rebondissement, un tremplin, et comment comment ça trouve la place aussi dans nos vies personnelles, parce que c'est bien de faire la séparation, et en même temps c'est bien de voir que les deux se complètent. Oui. Finalement, ce serait une invitation d'écouter ce qui est vivant en vous. Complètement. À travers le corps. Pour moi, ça fait complètement du sens. Après, c'est encore ma vision, mais c'est ce qui me porte en tout cas. On arrive à la fin de la première partie. Super. De cet épisode. Clara, on vous donne rendez-vous pour la seconde partie prochainement. Super, à tout de suite.